Bonjour à tous, la famille Avenia, et bienvenue pour un nouvel épisode concernant le nouvel homme fort, Mario Branco. Aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai mes fidèles copains de Golasso, que je vais vous présenter tout de suite, même si on n'a plus vraiment besoin de les présenter. Je vais commencer par toi, Alex. Comment tu vas, mon frérot? Salut Dany, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Écoute, très très bien et toi? Ça peut aller, hein. On verra comment se passe le match face au Sporting la semaine prochaine, mais Déjà la semaine prochaine. ça va. J'ai l'impression la Ça, semaine, plus. on s'est mis la semaine dernière et bam, ça reprend. Bon, on a commencé à s'entraîner il y a 2 jours et là, on joue déjà la semaine prochaine, donc c'est pas trop mal. Et pour nous accompagner, un homme qui va avoir son club débuter très. C'est quand? C'est bientôt, là? Oh, C'est bientôt, je crois. C'est demain? c'est ce soir. C'est ce soir, pardon. Je pensais que c'était demain, mais non, on est jeudi. Notre frérot Mathieu. Mathieu, comment tu vas? Salut Dany, salut Alex. Très content d'être de reformer le trio. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait certains podcasts, donc très très content d'être là. Ah, ça a pas trop changé pour toi. Tu vas parler d'un club qui est en rouge et blanc, Et écoute, finalement. Qu'est-ce qui change à part les titres et la corruption? hein, je le tease un peu, mais un peu trop en ce moment quand même. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Messieurs, on va parler d'un homme nouveau, un homme fort qui vient d'arriver du côté de Benfica, qui est Mario Branco, le nouveau directeur général de Benfica. Donc pour ça, j'aimerais qu'on revienne un peu sur son parcours, notamment ce qu'il a pu faire durant sa carrière, que ce soit au Portugal ou à l'étranger. Et sur ça, je vais lancer notre frérot Alex, qui va nous parler un peu de ce qu'il a fait depuis ses débuts et revenir en détail dessus. Alors, Marian Branco, c'est un garçon qui a commencé assez jeune dans tout ce qui est direction sportive. Il commence d'ailleurs dans son club de cœur, en quelque sorte, qui est l'Échange, en 2009, où il fait 2 ans, où il explique d'ailleurs dans le dernier podcast qu'il a réalisé que ça s'est plus ou moins bien passé parce qu'il a peut-être mis un peu trop d'émotion dans ce qu'il a fait. Du fait que, il aimait les fleuves donc voilà, je pense que ça a été du coup un très bon, apprentissage pour lui. Sa plus grosse, comment dire? Son plus gros fait d'armes, c'est Estoril forcément. Quand il arrive là-bas, le club vient de monter en 1re division et il réalise les 2 meilleures saisons de l'histoire d'Estoril sûrement avec Mario Silva aujourd'hui qui est à Fulham en tant qu'entraîneur, où il qualifie le club pour la coupe d'Europe et cetera. Il fait du super bon boulot et c'est à partir de là qu'il commence à se faire connaître. Malheureusement pour lui, c'était peut-être pas assez pour aller taper de suite un des 4 grands clubs portugais. Peut-être parce que voilà, il a pas encore assez d'expérience ou peut-être encore assez jeune et donc voilà, il a dû, partir, à Split en Croatie. Donc c'était sa 2e, aventure à l'étranger, si je dis pas de bêtises, parce qu'il était déjà parti en Roumanie un peu pour être responsable du recrutement. Donc voilà, c'était sa 2e expérience, à l'étranger. Et donc voilà, là aussi, il fait du bon boulot. Et ensuite, son 2e fait d'armes, c'est quand il part en Grèce avec le PAOK, où du coup, il crée une équipe, qui leur permet d'être champion de Grèce, de faire les doublés, même si je dis plus de bêtises. Il fait le doublé, chose qui n'était jamais arrivée ou très peu dans l'histoire du club. Et voilà, il fait là-bas, il fait du bon boulot encore une fois. Il y a un retour au Portugal à la Famalicão qu'on comprend pas trop. Je sais même pas vraiment ce qu'il a fait à Famalicão. Ça a été vraiment assez opaque. C'était assez fou ce qu'il a fait à Famalicão. Il n'est pas resté très longtemps non plus. Et ensuite, voilà, il vient de faire 3 ans maintenant dans un grand club qui est le Fenerbahçe. Et je pense que c'était cette expérience-là, pardon, qui va lui permettre d'aller dans des plus grands clubs comme Benfica, justement, parce que le Fenerbahçe, ça reste l'un des plus grands clubs turcs, avec une énorme, comment dire, avec une énorme communauté de supporters. Et là-bas, il fait, mine de rien, même s'il gagne pas de titre, il fait quand même du très bon travail. Il faut pas juger un directeur sportif, qu'au titre. C'est par rapport aussi à la restructuration qu'il a mise en place dans le club, les recrues qu'il a pu faire. Heu, Vraiment, il a fait, je pense là-bas, il a fait du bon travail. C'est pas parfait, mais voilà, c'est ce qui lui a permis du coup de venir à Benfica. C'est un profil un peu différent des autres directeurs sportifs qu'on peut voir au Portugal. Je pense que c'est un garçon qui est un peu moins fort, sur l'aspect technique qu'un Luis Campos, par exemple. Parce que Luis Campos, ça a été quelqu'un qui a été entraîneur dans son passé et en plus un bon entraîneur. Mario Branco, pas du tout. Et il explique lui-même d'ailleurs qu'il a dû passer, voilà, il a dû passer ses différents diplômes et cetera en cours de sa carrière. Il reste néanmoins assez compétent sur l'aspect technique. Par contre, je pense là où il est bon, c'est que, il a connu l'étranger, et surtout, il parle plusieurs langues et en plus de ça, c'est quelqu'un qui est assez complet, assez global. C'est-à-dire qu'il maîtrise les sportifs, il maîtrise aussi, comment dire? L'aspect financier, l'aspect comptabilité, comment établir un contrat. Je pense que c'est important pour un directeur sportif de connaître tout ça.
C'est pas la priorité, mais tu dois le savoir, je pense, pour moi aussi, si tu veux directeur sportif ou directeur général. Donc voilà, je pense qu'à travers toutes ces expériences aujourd'hui, le voir arriver à Benfica, c'est quelque chose qui est de surprenant et qui reste quelqu'un de compétent dans tout ce qu'il fait. Tu parlais du fait qu'à l'époque, à Estoril, où il croise Marco Silva, dont il parle souvent, euh, il évoque le fait, dans le dernier podcast que j'ai écouté, qu'à l'époque, c'était un peu une obsession d'arriver dans le top 3 du Portugal et de passer Fenerbahçe, etc. Et donc plus de moments dans sa carrière, c'était plus vraiment une obsession, mais on allait voir une opportunité. Moi, j'ai l'impression, tu me diras si je me trompe ou non, que c'est quelqu'un aussi qui est très... c'est un directeur sportif, mais qui fait beaucoup de politique. J'ai l'impression qu'il est très bon communicant, qui sait en fait arriver dans un univers, comprendre tous les éléments, le contexte, que ça soit interne ou externe, et finalement après s'adapter. Tu vois que tu parlais dans Luis Campos, moi, j'ai pas l'impression que ça soit avec Mauro Branco, je m'attends à trouver toutes les pépites du monde, mais plutôt à restructurer vraiment toute une équipe, tout un club. Et c'est peut-être ça aussi qui est arrivé du côté de Famalicão, mais peut-être que je me trompe, mais c'était peut-être nécessaire à ce moment-là. Mais je sais pas si Mathieu, tu veux rebondir sur ce sujet-là. Comme l'a dit Alex sur Famalicão, on n'a jamais vraiment compris. D'ailleurs, je crois qu'il reste même pas une demi-saison de mémoire. Il arrive début 2020. C'est le Kessin Ugarte, si je dis pas de Lucie. Il fait une guerre. Il fait 15 décembre 2020 jusqu'à 30 juin 2021. Il fait une demi-saison. C'est ça, une demi-saison, tu vois. Donc pour moi, ici, Ugarte, mais quand on connaît la maîtrise, enfin l'emprise qu'a Jorge Mendes, qu'a Jorge Mendes et qu'a toujours Jorge Mendes sur ce club, Ugarte, on savait qu'il était déjà agencé par Mendes en Uruguay et que, enfin, pour moi, il y a beaucoup de transferts qui, à ce moment-là, côté Famalicão, qu'on impute à Mauro Branco, mais qui sont pas, en tout cas pour cette expérience-là, qui sont pas, pour moi, vraiment de son fait. Famalicão, on n'a jamais vraiment compris du sens où le président délégué, qui est toujours président délégué, c'est Miguel Ribeiro, l'ancien directeur sportif de Rio Ave. Et on s'était déjà posé la question à l'époque que ça faisait quand même vraiment très doublon. Et je pense un peu le problème qu'on a avec ces retours au Portugal que ce soit Benfica et on en reparlera ou à Famalicão à l'époque, depuis son époque à Estoril, voilà, on a un peu certaines interrogations sur son véritable positionnement et sur sa véritable fonction. Famalicão, pour moi, il était en doublon et Famalicão voulait peut-être un peu se restructurer, prendre un des directeurs sportifs qui était vraiment pas à la mode, mais en tout cas qui était donc au niveau des directeurs sportifs portugais vraiment parmi les plus compétents. Et finalement, ouais, on a bien vu que ça n'a pas fonctionné parce qu'il est resté que 6 mois. Donc voilà, mais sur le côté un peu direction sportive en général, je suis complètement d'accord avec toi, Dani. Je pense que c'est une bonne interprétation de son parcours. Finalement, il fait quand même très peu après Stoli, il ne reste que maximum 2 ans dans les clubs où il est passé. Alors, il fait quasiment tout le temps les 2 ans, mais il ne fait que 2 ans. Et on est, je pense, tu vois, sur un directeur sportif à la fois complet qui comprend qui comprend vraiment toute la dimension de la fonction. Et comme tu l'as dit, c'est pas que du recrutement. Dans son cas, c'est pas le gars qui va te recruter. Comme tu l'as dit, les plus grandes pépites, c'est pas le gars qui va trouver la perle rare. Parce que peut-être que les contextes ne s'y prêtaient pas encore enfin, que ce soit au PAOK, que ce soit à la Duke, que ce soit même à Fenerbahçe. Les contextes sont différents. Mais il y a beaucoup de comportements aussi m'a plus choqué dans les différentes interviews qu'il avait fait, notamment celle-là. Vasco, tu vas m'aider. Pas Mendos, c'est pas ça? Non, c'est pas non, ça n'a rien à voir, c'est Benfica. Le logo en bleu? Oui. Le français? J'ai plus le nom, mais on l'embrasse. C'est pas grave. Et tu vois, quand je me souviens, tu vois, quand il racontait ce qu'il avait fait au PAOK, et notamment à la deuxième saison, lorsqu'il prend Abel, mais qu'Abel n'arrive pas sur la première saison à se qualifier pour la Ligue des Champions et même pour la Ligue Europa, car il arrive quand même assez tard dans le mercato, à l'été 2019, il pose direct sa démission. Et il explique, tu vois, et c'est le genre de réflexe, je pense que beaucoup on n'aurait pas eu ou qu'on n'aurait pas forcément compris du sujet d'un directeur sportif, mais pour lui ça semblait ultra naturel parce que c'est sa fonction et que c'est ce genre de réflexe qu'il faut avoir de responsabilité, de responsabilisation qu'on a quand on est directeur sportif et que c'est pas juste le chef du recrutement ou le chef du scouting d'un club comme ça. Donc ouais, sur le côté direction
Même, ouais, le titre qu'il a Benfica, tu vois, direction générale, lui va aussi bien, je trouve. Dans le sens, ce n'est pas qu'un recruteur, en tout cas qu'un chef du recrutement, mais c'est vraiment quelqu'un qui, je pense, comprend bien un peu toutes les dimensions, du sportif au sein d'un club professionnel. Parce que beaucoup de personnes ont du mal un peu à faire cette différence entre. Tu peux être un très très bon un scout ou un très bon recruteur, mais ça se trouve, tu seras un mauvais directeur sportif. C'est vraiment deux métiers totalement différents. Je connais beaucoup de monde ils ont un très bon œil, ils sont très très bons pour recruter des joueurs. Par contre, une fois qu'ils arrivent en tant que directeur sportif, ils n'y arrivent pas parce que tu as d'autres responsabilités, parce que tu as des agents qui vont te mettre la pression et peut-être que toi, tu vas pas réussir à faire. C'est toi qui es responsable du recrutement en général. Encore une fois, c'est pas que du sportif, tu dois être dans la politique, tu dois être dans la communication, tu dois savoir établir un contrat, tu dois être bon un peu sur l'aspect juridique. Et là-dessus, c'est ce qui me plaît chez Mario Branco, c'est que c'est vraiment l'aspect général, c'est-à-dire sur l'aspect technique, il n'est pas dépassé, loin de là. Et sur tous les autres aspects, il maîtrise. Et je pense que quand tu arrives dans un club comme Benfica, c'est primordial. C'est intéressant ce que vous dites parce que moi, je voulais pas aller aussi vite dans le sujet, mais moi, il y a quelque chose qui me dérange, c'est sur ce qu'il a pu dire dans ses podcasts et finalement le rôle qu'il prend. Moi, je suis d'accord avec vous sur le fait que le rôle qu'il prend aujourd'hui, ça peut lui convenir. Là où j'ai du mal à comprendre, c'est ce qui pointait du doigt à l'époque de Benfica 2020, où il était à Famalicão, où il y avait encore Vieira à la présidence, c'est qu'il expliquait que demain, s'il doit négocier avec Benfica, il ne sait pas à qui il doit s'adresser. Il ne sait pas il doit s'adresser au président, au directeur, enfin au directeur, à ce moment-là, ouais, directeur encore, parce qu'il n'était pas encore passé pour vice-président, Rui Costa, ou alors à Rui Pedro Brás, qui était le nouveau directeur sportif. Et lui, ça lui posait un souci au niveau de la structure. Aujourd'hui, il rejoint Benfica en tant que directeur général, avec en remplaçant Lourenço, où on savait pas trop ce qu'il faisait, mais pareil, je pense qu'il était plus dans ses parties politiques, structure, conversation avec la Ligue, etc., etc. Et un Rui Pedro Brás qui part après le mercato. Euh, et moi, il y a un truc qui m'interpelle, c'est que hier sur la vidéo de présentation de Richard Rios quand il arrive au Benfica Campus, on a une séquence où il parle avec Mario Branco et Mario Branco se présente à lui. Il lui dit bonjour, je suis Mario Branco, le directeur général. Moi, là, ça fait tilt. Je me dis, ok, ça veut dire qu'il lui a pas parlé pendant les négociations, donc il le connaît pas. Mais du coup, est-ce qu'il est dans une phase où on était en accord avec le scouting et il donne l'aval ou non du recrutement et des indications sur, ok, on peut aller jusqu'à cette tranche-là, sinon on passe au plan B. Mais il va pas jusqu'à la négo et la négo c'est Rupert Brage. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe après Rupert Brage? Est-ce que lui reprend ce scope et c'était juste là pour finir la boucle avec RPB et on passe à ça? Bah, moi, j'avais vécu un peu la même chose similaire avec Luis Campos quand il arrive à l'été 2022. Par exemple, j'ai appris que, par exemple, le cas Ekitike, bah, comment dire, c'était déjà bien avancé. Et en fait, lui, il a juste donné sa validation. En fait, il a dit, OK, bon, vas-y, on valide, tu vois, mais il a pas scouté, il a pas les informations, c'est pas lui qui a fait le cas Ekitike de A à Z, tu vois. Et je pense que sur le cas de Mario Branco, je pense que sur son mercato, il y a beaucoup de cas comme ça, tu vois. Je pense que de toute façon, un mercato dans un club qui travaille à peu près correctement, tu le prépares, allez, en février-mars déjà. Et donc, je pense que bah oui, Pedro Braz a forcément commencé son mercato en février-mars et donc a dû établir les premiers contacts avec les premières cibles. Donc voilà, je pense que Mario Branco, il arrive, il est plus comment dire, en observation, il valide ou pas les potentiels recrues. Et je pense qu'on verra vraiment son travail que lors du mercato hivernal ou du mercato prochain, s'il reste d'ici là, quoi. Juste pour compléter ce que tu dis et peut-être aussi donner un peu plus de contexte, dans le communiqué, quand il est présenté, on explique qu'il travaille avec Lourenço sur l'équipe. Donc, on n'évoque pas Rui Pedro Brás. Donc, du coup, moi, la perception que j'ai encore une fois, c'est que c'est lui qui le prépare le mercato et pas forcément Rui Pedro Brás, qu'il est dedans, mais que c'est pas le décideur. Euh, et en fait, moi, il y a un truc aussi qui m'interpelle, c'est beaucoup de revirements de situation sur pas mal de dossiers. T'as le cas Renato Sanchez où c'était bouclé, ou même la manière dont il était utilisé et sollicité, c'était sur on va tout faire pour le garder et le relancer. Et moi, il y a des revirements de situation sur pas mal de dossiers, dont Renato, Bellotti et Amdouni. Amdouni qui participe pas au mondial des clubs. Pareil, comme ça, ça vient un peu du jour au lendemain. On ne sait pas trop pourquoi il le fait pas. Il n'était pas blessé à ce moment-là. Et c'est là où moi, je me demande aussi, est-ce qu'il a, justement, quand on dit qu'il commençait déjà à travailler avec lui, est-ce que justement, ça intervient pas aussi à ce moment-là, où il y a pas mal de revirements de situation sur certains dossiers et pas mal aussi de choix de joueurs. Félix, je me doute bien que c'est pas Mario Branco qui est dessus de base, mais
Richard Rios, même si c'était évoqué, je pense que ça s'est débloqué un peu avec le temps. Et Enzo, tu vois, un peu pareil. Je pense qu'il y a des joueurs qu'on n'aurait peut-être pas, enfin, qu'on a dû scouter, mais qu'on n'aurait peut-être pas, on serait pas dit, ouais, on va aller vers ce joueur-là, enfin, en priorité, tu vois. Il y a pas mal de joueurs où je me dis peut-être qu'il a déjà donné son aval. Et pas mal de deals aussi, on est sur des gros montants. Alors, je sais qu'on est sur une année d'élection, je sais qu'il faut envoyer la patate et on va tout faire pour impressionner les sociaux. Mais il y a quand même pas mal de deals où je me demande, je me dis, ok, mais est-ce qu'on l'aurait fait en temps normal, tu vois? Pas mal de peut-être de prise de risque aussi. Parce que pour moi, Richard Rios, ça peut être une prise de risque, d'une certaine manière. Vu le montant, oui, c'est sûr. Ouais, c'est une possibilité, c'est pas impossible. Maintenant, encore une fois, je pense que quand tu arrives aussi tard dans un mercato, parce que quand il arrive en juin, c'est ça? Fin Je juin, ouais, un truc comme ça. Ouais, donc ouais, c'est très tard déjà dans la préparation d'un mercato. Je pense que lui, honnêtement, sur les premières cibles, je pense que lui, il a juste dit, bon, OK, je valide pas. Et comme tu as dit, sur les cas Belotti, Renato Sanchez et Amdouni, bon, je pense que là, par contre, là, pareil, en gros, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont sûrement consulté, je pense, j'espère quand même que tu consultes ton directeur général et que là, forcément, lui, il a donné son avis, bah, nous, on continue pas. Maintenant, ouais, sur les potentiels recrues qu'on peut voir, je pense pas que ce soit Mario Branco. Honnêtement, je pense pas du tout parce qu'encore une fois, j'espère que Benfica a préparé ce genre de recrues, de base de données, à la février ou mars, donc il était pas au club. Donc à mon avis, ouais, à mon avis, il sera juste là pour, on va dire en tant que consultant au début, même s'il a le poste de directeur général, mais que son réel travail, on le verra au mercato hivernal ou l'été prochain. En sachant que on en reviendra plus tard. Mais peut-être qu'il ne sera déjà plus là et que ça sera plus court que Famorica. Mathieu, est-ce que tu veux nous compléter sur cette partie? Non, non, je suis assez d'accord avec vous sur le fait que bah, les revirements de situation, peut-être qu'il a sûrement donné certaines indications. Après, c'est un directeur sportif, tu vois, qui a aussi, sur les dernières expériences, je trouve, voilà, étant donné qu'il fait pas longtemps, enfin, à chaque fois, Fenerbahçe, c'est 2 ans, PAOK, c'est 2 ans. C'est 3 ans, Fenerbahçe? Ouais. Euh, En fait, il vient avec Jesus. Ouais. C'est Jesus qui le ramène. Moi, c'est 2000. Il fait du coup, 2000. il fait là après Jesus au. Bah, excuse-moi, vas-y, reprends. Mais tu vois, mais surtout au PAOK, moi, ce que j'ai trouvé, c'est la démonstration d'un directeur sportif qui était capable de vraiment s'adapter au contexte et aussi d'aller très vite, finalement, dans la restructuration de certaines choses et dans la restructuration du mercato et de faire en sorte que l'équipe, elle soit directement compétitive, et un peu d'être ce directeur sportif un peu court moyen terme, mais dans les cadres un peu grecs et turquie, d'arriver à être rapidement compétitif. Et tu vois que dès son premier mercato de mémoire, en regardant un peu, tu as des joueurs qui recrutent très tôt finalement, mais qui vont encore ensuite quand même faire plusieurs années, et qui sont pas forcément des joueurs, qui sont pas forcément, tu vois, des joueurs jeunes. Tu vois, il y avait des Ingasson, des Swiderski, Douglas Augusto, des Choupa comme qui jouent à Lille maintenant, tu vois. Des joueurs qu'il a pris assez tôt, et qui ont réussi ensuite à faire ces 2 ans avec lui, plus encore un petit peu après. Certains joueurs ont été un peu prêtés, puis sont revenus, tu vois. Mais tu vois, d'arriver à être très compétitif tout de suite. Et c'est vrai que bah, dès 2018, tu as ce premier titre, ce doublé comme Coupe Championnat, comme l'a rappelé Alex. Premier titre de champion depuis 85, tu vois. Donc on n'est pas dans un. On est quand même sur un bel exploit quand même en Grèce. Dans le championnat, il y avait l'Olympiakos qui gagnait un peu tout à ce moment-là. Donc, moi, ce que je vois en Mario Branco, en fait, c'est un directeur sportif qui. Enfin, à Estoril, il a montré qu'il pouvait être un directeur sportif un peu plus classique et un peu plus. Bah, j'ai le temps de recruter certains joueurs, certains jeunes d'arriver à les développer avec un entraîneur qui pourrait être là quelques années. Parce que c'est vrai qu'à Estoril, enfin, il y a très peu d'exemples depuis cette époque-là et on parle de quand même il y a 14-15 ans maintenant, peut-être un peu moins, de faire les 2 saisons que Story a fait de suite, c'est d'une rareté pas possible, dans le sens où ça démontrait le bon travail qui était fait à cette époque-là. Alors c'est vrai que tu avais il a démontré encore après un super entraîneur comme Marco Silva, mais peut-être aussi qu'il y avait un super directeur sportif aussi pour compléter à ce moment-là, pour réussir à faire un sorte de faire un back to back, tu vois, dans les saisons réussies. Et la saison 2013-2014 où tu arrives à être quatrième et à gratter une nouvelle fois une Europa League. Donc voilà, ça revient un peu sur les dires de tout à l'heure, sur le côté un peu très complet et arriver à s'adapter rapidement au contexte. Et des fois, même s'il faut faire des changements assez rapidement, au moins montrer sa patte assez rapidement pour faire en sorte que ton équipe, voilà, dès août, elle doit être prête, elle doit être compétitive. Il va réussir à quoi,
là, peut-être côté Benfica, au moins à te conseiller dans le bon sens. Mais je trouve que dans les autres contextes qu'il y a eu avant, c'était aussi dans le côté de prendre des actions assez rapides pour pouvoir être compétent tout de suite. En fait, ce qui en ressort global, c'est que c'est quelqu'un, déjà, j'ai l'impression qu'il travaille beaucoup. Il a vraiment il a une relation très très forte avec ses coachs. Moi, je pense encore même au texte qu'avait pu mettre Mourinho, à sa relation qu'il avait avec Jorge Jesus, le fait qu'il pense à lui, Marco Silva. Et j'ai l'impression aussi que finalement un directeur, comme tu le dis, très court terme. Au final, on va pas se projeter des masses. Et j'ai l'impression que c'est un peu l'opposé. Je sais pas si Alex, tu seras d'accord avec moi, d'un José Bolt, euh, Flamengo. Même s'il a eu des projets court terme, mais j'ai pas l'impression que c'était forcément parce qu'il avait envie que ça s'arrête vite. Mais peut-être c'est quelqu'un qui est très exigeant, pour moi, qui porte un axe très important sur le coaching et sur la constitution d'une équipe. Et j'ai l'impression que Bolt, il a vraiment besoin de sentir qu'il a une patte importante. Et j'ai l'impression que Manuel Blanc, ça peut être tout sur la restructuration, même sur le coaching, peut-être d'avoir un département qui soit vraiment carré. J'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui peut demain partir et la personne qui viendra prendre le relais, bah, en fait, il aura juste limite à reprendre l'excellent boulot qui a été fait. Tout est déjà bien encadré, tout est à sa place. Et finalement, aller juste rajouter sa touche. Alors que là, moi, quand il arrive à Benfica, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Il doit venir vraiment structurer tout un truc. Et c'est un peu le Mourinho des directeurs sportifs. Je pense que c'est un bâtisseur. C'est plus un bâtisseur qu'un mec qui va travailler sur du long terme. Je pense que c'est un mec qui aime un peu, dans tous les projets qu'il prend, tu sens qu'il aime les projets bourbiers un peu, tu vois. Les projets où il y a vraiment tout à refaire, où vraiment c'est le désordre, et lui, il est là pour mettre de l'ordre, et tu sens qu'il aime ça. Tu sens que c'est un vrai bâtisseur, que peu importe s'il reste 2 ans, 3 ans, mais voilà, ce qu'il veut, c'est ensuite, c'est que ça déroule sur la suite, et c'est comme ça aussi qu'on voit si la personne a fait du bon boulot. C'est pas parce que la personne part et qu'il a rien gagné que si derrière quand même, je prends l'exemple du Fenerbahçe, ils ont rien gagné pendant 3 ans, mais si imaginons ils gagnent cette année. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont dire que c'est quoi? Grâce au nouveau directeur sportif? Non, il faut regarder ce qui a été fait avant, et c'est peut-être parce qu'il y a eu du travail auparavant qu'ils ont gagné le titre cette année. Donc je pense que ouais, c'est un grand bâtisseur, mais c'est pas, voilà, c'est comme tu dis, c'est pas forcément le garçon qui est là sur du long terme, qui va prendre des jeunes, qui va tout restructurer de la formation jusqu'à l'équipe première. Non, lui, voilà, il est là pour établir des bases, pour reformuler une série sportive, une série de performances, construire une belle base pour ensuite que le club fonctionne sur plusieurs années. Et là, tu parlais de Fenerbahçe, pour le coup, il gagne même la Coupe la Coupe du Portugal, la Coupe de Turquie avec Jesus. C'est sur sa première année. Et il évoque beaucoup le président. Dis-moi, dis-moi. Je parlais du championnat, moi, mais oui, oui, c'est vrai que là. Ah oui, ok, ok. En fait, il parlait, du coup, vu que tu en parles justement du championnat, en fait, il évoque vraiment pour lui, Fenerbahçe, il n'y a pas vraiment de comparaison en termes de masse de supporters, de grandeur, etc. C'est vraiment un grand endormi. Et tout le parallèle qu'il fait concernant Fenerbahçe, bon, je pense que Benfica est pas encore à ce stade-là, mais s'en rapproche quand même si le travail continue à être mal fait. Et du coup, comme tu dis, c'est quelque chose qui l'intéresse. C'est d'aller dans un bourbier pas possible, aller épauler un président qui est aujourd'hui décrié par tous. Et quand il parle du président du Fenerbahçe, il explique que c'est un des hommes les plus connus et politisés en Turquie parce que c'est un des plus grands milliardaires, il me semble, en Turquie. Et du coup, il y a tout ce qui se passe aussi à côté. Et donc, encore une fois, le truc de politique. Comment je m'encadre dans ce contexte? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois parler à la presse? Lui, j'ai pas l'impression qu'il aura ce rôle-là à Benfica, de devoir discuter avec la presse, parce que, comme il le dit, il en a conscience. Portugal, on est très sur des régimes présidentiels où c'est toujours le président qui est le porte-parole du club, qui prend la parole, etc. Moi, je pense que c'est quelque chose, tu peux me tromper, hein, mais qui est un peu mauvaise dans le sens où je pense qu'un directeur sportif ou un directeur général qui a le charisme, les compétences et la communication pour faire ce rôle-là peut le faire au Portugal. Je pense que c'est juste une question de mentalité, qu'on a peur un peu de bousculer les choses, mais je suis sûr qu'un Mario Branco, par exemple, pourrait demain débarquer en conférence de presse, expliquer ce qui a été fait sur le mercato, expliquer où on veut aller. Mais maintenant, en fait, la question que je vais vous poser, c'est comment tu veux faire ça quand tu prends un emploi où tu n'es même pas sûr de rester après 3 mois et en fait qui contredit totalement tout ce qu'on vient de dire vis-à-vis de Mauro Branco qui est quelqu'un de très réfléchi, qui même il va dans des endroits qui sont compliqués, il a quand même une notion qu'il peut avoir un impact dans ce club-là. Et là, finalement, ça tout peut s'arrêter d'ici 2-3 mois. C'est surprenant pour vous?
C'est ultra surprenant pour moi, hein. Si tu m'avais dit que Mario Branco était dans les listes de certains autres candidats pour les élections d'octobre, je t'aurais répondu super idée. Et je t'aurais répondu vraiment là, je comprends. Mario Branco, je pense qu'il y a une relation assez compliquée en fait avec le Portugal depuis son départ à Estoril. Et on a parlé de Famalicão, on parle de Benfica aujourd'hui. C'est comme tu as dit, le côté un peu, il pourrait prendre la parole, il pourrait communiquer, il comprend extrêmement bien son rôle. Il est dans des contextes ultra difficiles. C'est vrai que il fait 3 ans à Fenerbahçe, comme vous l'avez dit, mais il fait 2 ans aussi à la Duke. Le Duke Split, contexte hyper spécial aussi, parce que t'as pas vraiment de président là-bas, t'as plus un conseil qui de plusieurs, même enfin, de plusieurs socios là-bas qui prend les décisions aussi. Donc, et c'est lui qui a un peu le visage un peu du sportif, qui avait un visage un peu du sportif. Encore là-bas, il obtient des résultats, donc c'est vrai que ça c'est aussi une constante de ces différentes expériences, que ce soit à Estoril, que ce soit à Fenerbahçe, que ce soit au PAOK ou même à la Duke. La Duke qui finit 2 fois deuxième championnat, bon, ça c'est pas hyper, enfin c'est pas incroyable, mais il fait une finale de coupe de Croatie aussi. Donc à chaque fois il a des résultats et à chaque fois il a un rôle quand même assez précis, assez bien quand même, assez bien cadré dans ses différents clubs à l'étranger. Et au Portugal en fait, bah, que ce soit Famalicão comme on l'a évoqué tout à l'heure ou même Benfica aujourd'hui, on sent que moi c'est l'impression que j'ai, je me trompe peut-être, hein, mais quand il part d'Estoril, il dit que bah, je pars à l'étranger parce que je sais que là-haut, les régimes présidentiels, comme tu as dit, Dani, les autres clubs plus hauts ne sont pas configurés pour pouvoir accueillir un directeur sportif, que ce soit dans leur manière de fonctionner, que ce soit dans leur manière de communiquer. Et qu'aujourd'hui, bah, 10-15 ans après, c'est toujours pas le cas. C'est toujours pas le cas enfin, peut-être un petit peu au Sporting avec ce qui s'est passé avec Hugo Viana, mais est-ce que aujourd'hui le Sporting a vraiment, enfin, tu vois, est-ce que vraiment le Sporting a remplacé Hugo Viana d'ailleurs? Je suis pas certain. Donc, tu vois, comment dire? Ça a pas beaucoup changé. Donc, je trouve que mon avis, c'est bah, Benfica, ça se refuse pas quand t'es portugais, quand t'es au Portugal, que t'as peut-être un peu envie d'avoir cette ligne sur le CV, t'as envie de montrer que bah, il a quand même fait enfin, de superbes choses à la fois à Estoril et ensuite à l'étranger, et qu'il aimerait avoir cette reconnaissance du pays entre guillemets. Mais comme tu as dit, un gars aussi. Pour moi, vraiment, j'ai vraiment une très très haute estime de son travail en tant que directeur sportif. Le move Benfica, là, alors que tu as des élections en octobre qui peuvent tout chambouler et qui vont chambouler jusqu'à octobre, parce que tu vas avoir sûrement, déjà, tu as quand même beaucoup de mouvements autour du club, autour des élections. Donc, est-ce que tu vas travailler dans des conditions optimales? Je pense pas. Et donc, c'est pour ça que ouais, très très surpris de sa volonté de signer à Benfica, enfin, de sa volonté d'avoir accepté ce job-là. Parce que même si on a dit qu'au départ que c'était un directeur sportif qui pouvait se muer en directeur sportif court moyen terme, est-ce que en 3 mois tu peux laisser même un héritage au sein du club, ne serait-ce qu'un minimum? J'en suis pas convaincu. Alex, toi, sur ce topic? Bah, en fait, j'ai envie de poser le problème à l'envers, c'est est-ce qu'on est sûr qu'il fasse vraiment que 3 mois, même si par exemple un Aurélien Lopez est élu président? Je dis comme ça au hasard. Est-ce que aussi ce genre de personnes ne peuvent pas se dire, bah écoutez, Mario Branco, c'est quelqu'un de compétent, je lui laisse au moins jusqu'à la fin de saison pour faire ses preuves et pour voir si on peut travailler ensemble. Je pense que c'est aussi une possibilité d'avoir cette intelligence émotionnelle de la part du président qui arrivera, de se dire, bon, bah, le mec il est déjà en place, il est plutôt bon, je vais voir si je peux travailler avec lui. Je pense que c'est une question qu'on peut se poser aussi. Maintenant, oui, c'est vrai que de la part de Mario Branco, quand tu sais que c'est quelqu'un d'assez réfléchi, qu'il a l'intelligence à chaque fois de choisir des bons projets, d'arriver dans un club où, ouais, tu sais que potentiellement dans 3 mois, c'est fini, c'est assez surprenant. C'est pour ça que je me dis: «Est-ce qu'il a pas eu des garanties de la part des autres?» ou je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Après oui, dans le CV forcément, hein, quand tu arrives dans un club comme Benfica, dans le CV, bah, c'est extraordinaire parce que c'est sûrement le plus gros club qui va faire, à l'instant T de sa carrière, même si Fenerbahçe, voilà, ça reste un bon club, mais ils ont pas de Ligue des champions comme Benfica, par exemple. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu étonnant de sa part, mais je me dis que voilà, il y a peut-être d'autres questions à soulever et j'ai hâte de voir la suite en tout cas parce que pour moi, je pense et j'espère qu'il aura l'occasion d'au moins faire une saison complète pour voir, ce qu'il peut faire dans un club comme ça. Pour répondre à ce que tu dis, parce que moi, enfin, et même ce que Mathieu dit, moi, c'est un regret parce que c'était vraiment un des noms que j'aurais voulu potentiellement voir auprès d'une liste. Euh, Force est de constater que s'il a pas été, s'il est pris par les Costa, c'est justement parce qu'il n'y a pas eu, son nom est pas ressorti sur une des listes, enfin, je suppose. Et du coup, ça, je suis un peu déçu.
Sur ce point-là, sur le point numéro 2, c'est, par rapport à ce que tu dis, Alex, par rapport aux listes. En fait, le souci, c'est que, ouais, cette optique-là, on va le prendre sur, JDM et JNL, parce que c'est les 2 noms forts associés à Rui Costa pour la course finale. Pour Rui Costa, déjà, j'ai envie de te dire que ce qu'il fait, c'est qu'en gros, il veut arriver aux élections en disant: «Bah, écoutez, mon équipe, c'est justement ce que je viens de faire depuis le mois d'août». Moi, j'ai pas, vraiment forcément, développer un programme ou autre. Là, en fait, le programme, je l'applique actuellement et en fait, mon programme, ça va être ça. Ça va être Mario Branco, ça va être ces gens-là, ça va être Simon Sabolas en directeur technique. Faites ce que vous avez voté pour ce que vous êtes en train de voir là depuis août finalement, depuis juillet-août. Pour un JDM ou un JNL, je pense qu'ils ont conscience ils auront conscience que c'est quelqu'un de compétent. Le souci, c'est que ça pose un problème déjà dans leurs promesses vis-à-vis des socios, c'est que tu garantis aux socios d'arriver et aux élections avec un programme fait, avec une SAD, avec des noms importants à différents postes. Et le poste de directeur sportif, c'est un des noms importants. C'est-à-dire que Zoubi Zareta, pour parler de Porto, est présenté avant les élections comme le directeur sportif du projet AVB. Euh, Avant les élections, pour moi, cette structure-là, enfin, ces candidats doivent avoir justement leur directeur sportif qui doit arriver et être validé par ces noms-là. Si tu arrives et que tu n'as pas de nom et que tu dis, bah, on va d'abord évaluer Mario Branco, en fait, tu peux me remettre en question tout le reste du projet. C'est-à-dire que c'est Mais peut-être que des promesses. est-ce qu'il n'y a pas un monde où justement Mario Branco reste directeur général et il y a un directeur sportif qui arrive aussi à côté? Bah, par exemple, dans le cas de JDM, non, parce que lui, il souhaite un directeur sportif associé à l'équipe A, B et U23 et un autre directeur qui serait vraiment que sur le campus et que les deux puissent travailler en harmonie. Et après, il va un autre directeur, mais qui serait plus sur un autre scope et pas forcément sur le sportif. En fait, il a une structure qui sera différente de ce qui est implémenté aujourd'hui. Donc, ça va pas coller avec la structure qu'il veut mettre en place. Pour JNL, lui, il veut un directeur sportif qui soit un peu dans le modèle qu'on peut voir, bah, par exemple, côté PSG ou un peu plus classique. Et le nom n'a pas fuité encore, mais moi, je pense qu'il veut aller chercher Pedro Ferreira Est-ce du que côté de Nottingham. c'est pas, comment dire, impossible que justement Pedro Ferreira travaille directement avec Mario Branco? Je pense que s'il va chercher Pedro Ferreira, c'est pour être justement le nom, le directeur du projet et de, en fait, être vraiment un point directement avec Nolan Hirosh. En fait, c'est de, et du coup, d'avoir après derrière sa base de directeur du scouting. Je te dis pas que c'est incompatible. Tu vois, moi, je pense que Mario Branco serait très, très utile à Benfica. Maintenant, je pense que c'est pas du tout le plan. JDM en a parlé et a exclu le nom de Mario Branco parce que pour lui, ça ne fait aucun sens de monter une équipe aujourd'hui. En réalité, ce qui aurait dû être fait, c'est de laisser Lorenzo et Rupert Brush, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, le mercato, il est déjà en train d'être travaillé, donc finalement, il est plus dans un relais de oui ou non. C'était d'arriver à partir d'octobre. En fait, ça, c'est un problème structurel, c'est un problème au niveau de la présidence qui est pas bon, parce que comme le Benfica District qui vient d'être présenté là en termes de projet, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Mario Branco, c'est intéressant. C'est quelque chose qui doit être démarré en octobre, avec ton programme, avec du coup une présentation de ce que tu pourrais faire après. Là, finalement, ça peut avoir, tu vois, ça peut avoir une bonne gueule, mais finalement, c'est pas maintenant que tu dois faire. En gros, tu commences pas à travailler quand tu as tes examens le lendemain. Tu travailles toute l'année, tu vois, pour avoir des résultats concrets. Et moi, ça aurait été avec un grand plaisir, mais actuellement, si on parle juste des candidats, il aura une possibilité qu'avec Ricossa. IGDM, même si je pense, voilà, c'est mon candidat, j'aimerais qu'il passe, etc. Que ça soit Nolan Yoloch ou Ricossa aujourd'hui, ça passera via Ricossa, parce que c'est pareil, tu es sur une liste opposée. Si tu as fait confiance en rejoignant Rui Costa et qu'on a évoqué le fait qu'il démissionne dès lors qu'il a des résultats qui ne fonctionnent pas, je pense que Mario Branco lui-même décidera de quitter le navire parce qu'en fait, il n'est pas avec cette candidature-là qui est justement en opposition avec celle de Rui Costa. Du moins, est une alternative, donc lui ne correspond pas à ce que veut ce président-là. Donc non, malheureusement, je pense pas que ça passera par là. Moi, j'ai un autre sujet, du coup. Imaginons que Rui Costa gagne, mon Dieu, imaginons qu'il gagne. Est-ce que pour vous, oh, Bruno Lage, c'est le coach de Mario Branco? Est-ce que c'est, pour vous, il y a une possibilité de le voir rester plus longtemps? Est-ce que pour vous, même si Ben Bruno Lage gagne un championnat, mais que dans le jeu, c'est pas encore ça, qu'il y a des manques, dans un an, il peut aller chercher quelqu'un d'autre parce que ça lui plaît pas et ça colle pas à ce qu'il souhaite dans un coach? Ou alors, Bruno Lage, c'est super. Je pense que ça, c'est quelque chose qui se pose la question dès que quelqu'un arrive en place, c'est que forcément, quand on arrive dans un club, on a forcément l'envie de mettre comment dire, des choses en place qui nous ressemblent et surtout des choses qui viennent de nous, en fait, qui est tout simplement parce que Bruno Lage, c'est pas son coach, en vrai.
Bruno Lage, c'est pas son coach, c'est le coach de Rui Costa. Et à mon avis, comme tout n'importe quel autre directeur général ou directeur sportif, quand tu arrives dans un club, tu veux mettre ton entraîneur en place. Donc je serais très surpris qu'il continue avec Bruno Lage, honnêtement. Je pense que par rapport, quand tu vois tous les coachs qu'il choisit depuis le début de sa carrière, que ce soit Jorginho, Abel Ferreira, Mourinho, c'est des coachs qui ont déjà une grosse personnalité et ensuite qui ont un style de jeu bien approprié. Moi, je suis désolé, quand je vois Bruno Lage, je ne vois rien de tout ça. Je vois pas un style de jeu qui est approprié à Bruno Lage. C'est-à-dire que quand je vois une équipe de Benfica, je ne sais pas si c'est Bruno Lage qui l'entraîne ou pas, tu vois, là, actuellement. Enfin, Bruno Lage, il n'a pas d'identité forte, comme tu peux le voir avec un Ruben Amorim, etc. Et surtout, il n'a pas de personnalité forte. Enfin, là, il s'est inventé une sorte de gros caractère depuis qu'il est arrivé. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est plus une image qu'il veut renvoyer. Mais pour moi, non, je vois pas comment ça peut marcher entre les deux. Je pense que non, je pense que Mario Branco a déjà son coach. Et ce qu'en fait, c'est logique. En fait, quand tu travailles dans le monde du football, quand tu sais à quel point c'est un milieu très compliqué où tu as très peu de personnes de confiance, tu ramènes forcément des gens avec qui tu as envie de bosser, que tu connais et qui sont compétents. Donc, je pense que à partir du moment où Mario Branco a déjà eu des contacts avec certains coachs et tout, il faudra forcément ramener ses entraîneurs parce qu'il les connaîtra en tant qu'être humain, parce il les aura analysés, il les connaîtra aussi en tant que technicien. Donc non, non, pour moi, c'est à partir du moment où Mario Branco reste et que Eric Costa gagne, je ne vois pas comment il pourra garder Bruno Lage à la suite de sa mission. Je suis d'accord avec toi. Mathieu? Moi, si tu regardes un peu aussi son parcours, quand il arrive à Estoril, il garde Marco Silva. Enfin, Marco Silva était déjà là, il fait monter Estoril en D1. Marco Silva fait monter Estoril en D1 et Mario Branco arrive ensuite. Au PAOK, il garde Razvan Luchescu, le fils d'eux. Donc en fait, moi je trouve que je suis complètement d'accord sur la personnalité forte. Je pense qu'il a besoin d'avoir un entraîneur qui a une certaine expérience et qui a une certaine. Et en fait, après, il a souvent voilà, été directeur sportif dans des clubs quand même très médiatiques, très importants en termes de supporterisme, des clubs compliqués, il faut le dire. Hein. PAOK, c'est un club compliqué. La Split, c'est un club compliqué. Fenerbahçe, c'est un club compliqué. Donc, et Benfica aujourd'hui, c'est un club compliqué. Donc, moi, je pars du principe qu'il prendra, enfin, s'il devait rester, même si ça serait un peu, je ne crois pas trop. S'il devait rester avec Rui Costa, je pense qu'il prendra, enfin, il gardera ou il prendra l'entraîneur qui sera pour lui le mieux à même de faire en sorte de faire performer Benfica rapidement. Et voilà, pas sur un projet je pense pas qu'il il part pas sur un projet un peu comme avec les doutes qu'on peut avoir aujourd'hui par exemple avec Porto et Farioli, dans le sens est-ce que tout de suite ça va marcher ou est-ce que tu vas devoir lui laisser un petit peu plus de temps. Là je pense qu'il voudra un entraîneur capable encore une fois de faire en sorte que l'équipe elle soit forte très vite. S'il pense que c'est Bruno Lage, ok, je serais pas d'accord avec lui, mais s'il pense que c'est quelqu'un d'autre, il fera le nécessaire pour que ce soit quelqu'un d'autre, mais il partira. Voilà, et je pense pas qu'il parte du principe que j'arrive dans un nouveau club, je dois changer d'entraîneur. Ça, il l'a déjà démontré avant que c'est pas le cas. Il prend des entraîneurs qui ont un certain profil pour les contextes compliqués dans lesquels il a été inséré lui en tant que directeur sportif. Moi, c'était plus sur si ça gagne, parce que si ça perd, oui, je pense que là, ça part, mais c'était plus est-ce qu'il aurait le cran de se défaire de Bruno Lage à la fin de la saison, même en cas de titre, et de pas tomber sur le cas Rui Borges ou plein d'autres cas qu'on a eu au Portugal, notamment dans notre club. Est-ce que ça collerait au niveau de la personnalité? C'est une bonne question. Parce que comme l'a dit Mathieu, bah, regarde, il a conservé Mario Silva et Cespo parce qu'ils ont peut-être gagné aussi, tu vois. Donc, ça, c'est une question qu'il faudrait lui poser un jour. Mais je pense qu'effectivement, si ça gagne, je pense que c'est un entraîneur qui est un directeur sportif pour le coup qui est assez pragmatique et que si ça gagne, bah, il voit pas forcément l'intérêt de changer. Ouais, c'est pour ça qu'il va forcément garder Silva et Cespo. Donc ouais, je sais pas. Pour moi, vu que c'est pas un entraîneur, comment dire, vu que c'est pas un entraîneur de projet qui prend le temps de construire, etc., sur du long terme, vu que c'est un entraîneur qui veut gagner tout de suite et qui met les bases pour gagner tout de suite, et sur le long terme aussi également, mais quand il est plus là, bah ouais, pour moi, si ça gagne et que ça convient un peu à tout le monde, je serais pas surpris qu'il le garde pour le coup. Ok. Messieurs, on est déjà pas mal sur le sujet. J'aimerais finir sur ce point. C'est un peu vos projections le concernant. Quelles sont vos attentes? Imaginons que l'aventure perdure au-delà d'octobre. Qu'est-ce que vous attendez de Mario Branco à Benfica?
en termes d'attentes sportives, voilà, de résultats et même structurels. Je laisse peut-être Mathieu commencer. Écoute, si ça devait continuer au-delà des élections, bah, déjà premièrement, j'aimerais dire finalement, nous on s'est pas, tu vois, positionné sur, n'importe quel candidat. Dans le sens où nous, c'est plus le côté, tu vois, pour moi, lui arrivant maintenant, il se positionne clairement au sein enfin, aux côtés d'un candidat. Tu vois, c'est par rapport au sujet de tout à l'heure. Donc, mais si, voilà, donc si Rui Costa devait rester, ce qui peut arriver, moi je pense enfin, sur du court terme, tu auras ce côté, encore une fois, de compétitivité assez rapide et de mettre en sorte des bases, pas uniquement, voilà, encore une fois, sur le mercato, mais des bases d'un point de vue structurel de direction sportive au sein d'un club comme Benfica qui en manque cruellement pour moi sur les dernières années et tout. Il y a quand même des tas de mercato et des tas de décisions qui sont prises ces dernières années qui prouvent que tu as besoin de restructurer pas mal de choses. Mais sur le long terme, tu vois, depuis Stolil, moi j'ai un manque de visibilité et j'ai un manque de visibilité. Donc en fait, j'aimerais voir aussi. Ce serait intéressant de voir ça. Je pense qu'on n'arrivera pas jusque là. Mais pour le cas Mario Branco, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il est capable de faire quand on lui s'il arrive véritablement à se poser sur, c'est un peu à l'époque comme Estoril sur 3-4 ans, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Jusqu'où il est capable d'aller dans la restructuration et dans la capacité à faire de Benfica le club qui est censé être Benfica depuis quelques années maintenant. On a toujours certaines bribes du Benfica, soi-disant le Bayern du Portugal, mais finalement on n'y arrive jamais sur plus d'une saison. Depuis Schmitt, on en parlait il y a 2 saisons et depuis on est sur quelque chose d'assez problématique, tu vois? Donc ce serait intéressant. Est-ce que c'est l'homme capable de faire ça? Je ne sais pas, mais je suis prêt parce que je pense qu'on manque de matière, mais je pense qu'il y a les capacités et les compétences pour le faire et que ça pourrait être intéressant à voir, surtout comme supporter de Benfica, mais aussi un peu d'un œil extérieur. Mais voilà, on en revient toujours au même, c'est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'incertitudes sur les prochains mois pour travailler sereinement et même pour se projeter, sur plusieurs années encore plus, quoi. Ouais, je rejoins et après moi, voilà, de ce que j'attends de Mario Branco, c'est ce qu'il a fait un peu, dans tous les contextes où il est arrivé et c'est ce qui me rassure pour Benfica, en fait, c'est que tous les contextes où il est allé, ça ressemble quand même fortement au contexte où il est actuellement à Benfica et il a toujours fait la même chose. C'est toujours et d'ailleurs, il explique très bien dans un de ses podcasts qui est quand il arrive, il y a 3 phases, en fait. Il observe, voilà, il observe, il a un peu de recul, il observe, ensuite il s'adapte à ce contexte-là. Parce que comme il dit si bien, c'est pas parce que tu as gagné dans un club que tu dois refaire exactement la même chose pour gagner dans un club. Non, chaque club est différent, chaque pays est différent, chaque contexte est différent. Donc tu vois, il va observer, je pense qu'il va ça sera peut-être trop court pour lui, mais il va utiliser cette période de juillet jusqu'à octobre pour observer, pour voir vraiment ce qui manque dans ce club-là. Ensuite, il s'adapte et ensuite, c'est là où il met en place son travail. Est-ce qu'il aura le temps d'aller jusqu'à là? Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, on a des doutes. J'espère pour lui parce que comme a dit Mathieu, j'aimerais voir ce qu'il peut faire sur de la durée quand même, surtout dans un club comme Benfica. Donc moi, je m'attends à ce qu'il fasse exactement la même chose qu'il a fait sur les autres clubs, c'est de travailler tout en 3 phases et voilà et pour moi, en tout cas pour Benfica, actuellement, c'est le bon choix parce qu'il connaît ce genre de contexte. Le Benfica, c'est pas que du football. Comme tu as dit, c'est beaucoup de politique, c'est beaucoup voilà, c'est autre chose que du football. Ça va au-delà du football. Donc voilà, j'attends de voir parce que pour moi, c'est quelqu'un de très compétent dans son domaine. Mais encore une fois, si au bout de 3 mois, c'est fini, bah, il a le temps de rien mettre en place, à moins que ce soit un génie, qu'en 3 mois, il arrive à restructurer des choses. Ça, j'ai quelques doutes. Maintenant, en tout cas, actuellement, pour moi, c'est une bonne pioche par rapport à ce contexte-là. Mais voilà, j'espère qu'il aura le temps de pouvoir mettre ces choses en place parce que ce soit au PAOK, que ce soit, à Split et au Fenerbahçe, il y a des choses qui ont été mises en place et à chaque fois qu'il est parti de ces clubs-là, les clubs, ont été ensuite, assez stables et le boulot de toute façon parle pour lui donc voilà, j'espère pour lui qu'il va rester enfin j'espère pour lui. Malheureusement pour vous, s'il reste jusqu'à fin de saison, c'est que Rui Costa est resté. Mais en tout cas, voilà, c'est un garçon qui est très compétent et qui a toutes les qualités pour réussir à Benfica si le temps le permet. Très bien. Malheureusement, espérons que le temps ne lui permette pas. À mon grand regret pour lui, mais pour mon bonheur et pour ma santé mentale. Tu vois vraiment vraiment si ça avait vraiment été,
s'il a été dans une liste et qu'il aurait fallu commencer en octobre son travail, là, tu vois, j'aurais trouvé vraiment le profil excellent. Dans le sens, et là, tu vois, tu arrives en octobre, tu pas de mercato, tu arrives avec un contexte extrêmement particulier en termes de timing. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour le mercato d'hiver? Qu'est-ce que tu fais pour, entre guillemets, peut-être potentiellement sauver ta saison, en faire en sorte que ta saison est dans un meilleur sens, tu vois? Ça, c'est vraiment super idée. Mais voilà, je comprends toujours pas son choix. J'espère qu'il expliquera peut-être s'il arrive à expliquer. Parce que c'est vrai que je peux aussi, tu vois, pour finir, tu vois, comprendre la frustration que enfin, lui, je pense, avait vraiment envie d'atteindre ce niveau-là au Portugal, vraiment. Je pense quoi, après Story, il le dit dans quelques interviews, donc notamment à Vasco Samok, j'ai retrouvé le nom, en disant que voilà, il y avait Story, et ensuite, malgré mon bon travail, bah, je savais que plus haut, j'aurais rien. Et là, il a Benfica, et je peux comprendre que tu as peut-être aussi cette envie de faire changer un peu les choses et de changer un peu les choses sous cette fonction-là, qui est malgré tout qui manque de visibilité au Portugal, vraiment. Et je peux comprendre Moi. cette motivation-là. Et pour finir, je te laisse la parole, Dani. C'est plus tu vois, moi, pour finir, ce que j'ai beaucoup aimé dans certains de ses discours, c'est le côté responsabilité et compétence complète vis-à-vis de cette direction, enfin, vis-à-vis de ce poste-là, tu vois. C'est quelqu'un qui démontre aussi que voilà, au Portugal, on manque de formation, on a beaucoup de formation pour les entraîneurs, on sait comment c'est, mais pour la direction sportive, on manque de directeur sportif et même de président avec une certaine compétence et une certaine formation à ce niveau-là, dans les différents aspects comme a dit Alex, financier, sportif évidemment, et tout ce qui va avec. Et ça aurait pu être quelqu'un qui aurait pu changer les choses s'il avait eu plus de temps dans un club comme Benfica au Portugal, et malheureusement, bon, peut-être que ça arrivera pas, mais malheureusement, moi, j'y crois pas trop, et je pense que son travail ne durera pas au-delà des 3 mois jusqu'en octobre prochain. Même pour lui, ce qui est assez bizarre, c'est que après, je pense que comme on a dit en début d'émission, en début de podcast, pardon, je pense pas que c'est celui qui démarche les joueurs tout de suite ou les agents pour faire la recrue, mais imaginons qu'il le fasse, plus le mercato va avancer parce que encore une fois, je reprends le cas de Luis Campos, autant Ekitike n'était pas sur le dossier, autant les Vitinha, les Fabian Ruiz, c'est clairement lui. Et imaginons que Mario Branco veut avancer sur certains dossiers à lui, qu'il avait comme idée. Comment il va faire pour démarcher les joueurs et quel discours il va tenir? Parce qu'il va leur dire quoi? Oui, je suis là, mais dans 3 mois, ça se peut que je sois pas là. Mais le projet va te tuer. Non, tu peux pas prendre ça comme projet à un joueur, donc c'est très surprenant. C'est très, très surprenant qu'il accepte ce genre de projet quand tu sais à quel point il est réfléchi et qu'il fait pas les choses au hasard. Donc ouais, c'est vraiment j'attends de voir la suite. J'attends vraiment de voir la suite parce que c'est très surprenant, mais en tout cas, c'est un très bon nom pour Benfica, à l'instant T. Est-ce que tu penses, Mathieu, il aurait fait sens dans la liste de Ranilov, dans le sens où pour bâtir, pour reconstruire, c'est quelqu'un d'idéal et ça aurait pu coller du coup dans cette démarche-là avec cette liste-là, pardon. Ouais, complètement. Vraiment, vraiment, pour moi, si tu devais faire un classement des meilleurs directeurs sportifs, portugais en tout cas, en Europe, ce serait compliqué, mais portugais, même en Europe, hein, je pense que c'est quelqu'un qui se démarque sur pas mal de choses. Alors, en effet, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est toujours le côté un peu directeur sportif est très, très associé au recrutement et au scouting, et c'est vrai que, bah, avec il y a eu José Boto qui n'était pas forcément directeur sportif, mais qui lui a toujours été très associé à cette recherche du «talent» entre guillemets. Mais c'est vrai que dans une optique de restructuration dès le mois d'octobre, et sachant que toi, tu es efficace, tu peux pas lâcher une saison comme ça, tu vois? Il y a aucun club qui devrait pouvoir lâcher une saison en se disant: «En octobre, bon, on change de président, on change de direction, la saison foutu pour foutu», non, c'est pas possible. Tu as la Ligue des champions à la fin, tu as des résultats à obtenir, tu as un héritage à tenir, donc tu as besoin de personnalités qui ont ce profil-là pour, dès octobre-novembre, commencer à travailler dans les meilleures conditions, et enfin travailler pour en faire en sorte que le club reste un minimum à flot, tu vois? Donc non, non, ça aurait été un choix, et vraiment un choix idéal pour les autres listes. Donc c'est pour ça que je reste toujours très, très surpris d'avoir rejoint finalement la liste d'Oré Costa, hein, parce que c'est ça qui s'est passé, hein. C'est pas juste je travaille pour Benfica. Bah, surtout quand tu prends son discours. Je suis désolé, en France, j'ai Milos qui veut participer à la discussion, mon On chien. l'embrasse. On l'embrasse, bien évidemment. Euh, j'ai son dernier podcast qu'il fait. Par contre, arrête de se faire effort, ça me déjà pas. Je suis chaud, lui. Le dernier
le dernier podcast qu'il fait, en fait, moi, il y a un passage où il évoque Benfica et en fait, où il parle des limites de budget de Benfica sur ce mercato, qui rentre en Ligue des Champions, qui rentre en jeu. Ça va être très compliqué, comme l'équipe va revenir du Mondial des clubs. Donc, le Mondial des clubs, je suis très d'accord avec lui, hein, c'est très particulier, donc contexte particulier. Et il y a des choses qu'on va constater au fil de la saison, surtout au niveau physique pour les joueurs. Par contre, quand tu m'évoques le budget et que tu es déjà sur un mercato où tu es en train de dépasser déjà les 50-60 millions et que tu vas les dépasser encore potentiellement si Félix vient sur cette fin de semaine ou même après. Je vais pas dire qu'on est sur. Enfin, je comprends pas. C'est-à-dire que on enchaîne un peu les discours contradictoires constamment. En fait, on a quelqu'un qui en 2020 fait un constat correct de Benfica. Il y a quelqu'un qui fait encore un constat qui est cohérent cet été vis-à-vis de Benfica. En juin, donc un mois peut-être avant qu'il ait l'approche faite par la direction de Benfica. Et il se passe tout et son contraire. M- Moi, j'ai beaucoup de mal. Et je pense que ça s'explique juste encore une fois par les élections. Vraiment, j'ai que ça comme explication. Et je pense que comme tu l'as souligné, et Alex pareil, c'est une opportunité. C'était un désir de sa part d'aller dans un des gros au Portugal. Il l'a. Maintenant, à quel prix? Moi, ça me laisse du coup un peu, ça me laisse perplexe sur cette partie-là. En fait, c'est plus sur l'homme où je remets en question certaines choses au niveau de la parole, parce que justement, c'était là où pour moi, c'est un de ses points forts, c'est sur le relationnel. Voilà, on expliquait le fait qu'il s'adapte très bien aux différents contextes, le fait qu'il parle plusieurs langues, le fait qu'il arrive très très facilement à se lier, même j'ai envie de dire d'amitié dans les différents pays où il a été avec les gens. Il expliquait que c'était le premier directeur sportif étranger à la Duke Split, donc c'est pas rien non plus. Et donc du coup, tout ça, ça donne forcément un attrait important sur l'humain. Et là, je suis un peu déçu sur ce point-là, mais bon, encore une fois, on va tourner en boucle et c'est pas le but, mais on verra ce que l'avenir nous réserve. On verra si Mario Branco fait partie de l'aventure sur du long terme ou bien si ça s'arrête définitivement en octobre et finalement ça sera juste cohérent avec tout le reste parce que, enfin, ça sera cohérent dans son incohérence jusqu'au bout. Donc, à voir, à voir, à voir. Messieurs, je pense qu'on a été complet. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur le sujet. Voilà. Non, bon, juste pour compléter ce que tu disais vite fait, sur ça par l'autre, je pense qu'encore une fois, quand tu parles des budgets, et cetera, le mercato compliqué, je pense honnêtement que moi, sur ce mercato-là, il a pas beaucoup son mot à dire. Honnêtement, je pense que là-dessus, j'aurais fait peut-être totalement autrement s'il serait arrivé, en février-mars. À mon avis, je pense que quand il dit ça, là, lors du dernier podcast, je sais même pas s'il est déjà en contact avec Benfica. J'espère pas pour lui, j'espère pas pour lui, parce que du coup, là, effectivement, je comprendrais ce que tu dirais, que forcément, il passerait un peu pour un «menteur» entre guillemets. Mais autant, je pense vraiment que là, sur ce mercato, les sommes déboursées, les joueurs ciblés et cetera, je pense vraiment pas qu'il soit à l'affût de tout ça. Je pense vraiment que là, il arrive dans un premier temps en mode vraiment observateur, il prend du recul et il voit ce qui se passe et pour moi, sur les montants déboursés, il a pas eu son mot à dire en quelque sorte. Je pense vraiment que c'est Rui Costa qui a dit: «Bah, là, c'est année d'élection, on fait all-in et on verra bien», tu vois? Je te rejoins sur cette Ouais. partie-là. Et tu vois, enfin, on fait finalement 50 minutes sur un directeur sportif qui a de grandes chances de faire que 3 mois. Donc, tu vois, c'est dire à quel point, tu vois, c'est pour, voilà, tu vois, remettre un peu remettre en évidence à quel point c'est quand même vraiment vraiment des très très bons directeurs sportifs qu'on a en Europe et un des meilleurs qu'on a au Portugal. Et d'où la situation qui me semble un peu complexe et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Mais C'est frustrant, c'est frustrant. Le taf, c'est il y a, frustrant. il y a beaucoup Moi, je vous rejoins. de sensations un peu bizarres par rapport à cette nomination-là, quoi. C'est ça. Je vous rejoins. Je vous rejoins totalement. Très bien, messieurs. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour ce podcast. Ça faisait longtemps que je voulais faire un truc avec vous. Donc là, ça s'est fait. On verra comment on peut vous retrouver sur Avenir d'une manière ou d'une autre. Peut-être même avant un Benfica Braga ou un Benfica PSG, on sait pas. Enfin, mais Benfica PSG alors qu'on sera en Europa League. Pas de doute. Bah, Ouais, j'abuse. c'est un peu. À voir. Et à vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner sur notre YouTube, notre Spotify. Je suis un mauvais élève, j'ai toujours pas mis les podcasts sur les différentes plateformes de streaming, c'est-à-dire Apple, Deezer, etc. Mathieu va me tirer les oreilles parce qu'en plus, tu m'as expliqué. C'est ça le pire.
Et voilà. On se retrouve prochainement, donc peut-être format space sur Twitter, peut-être pour parler encore du mercato et peut-être entre le Zavio Cup et le Benfica Sporting, à voir. Juste parce que je sais même pas quand ce podcast sera publié. C'est les vacances, donc à voir. Peut-être que Mario Branco ne sera plus au club. On verra bien. On fera au mieux. Donc merci à tous et une bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao.